Les plus grandes guerres de l'histoire n'ont pas toujours été menées avec des chars ou des missiles. Certaines se sont jouées dans le silence des banques centrales, dans les coffres remplis d'or, derrière des chiffres que personne ne regarde. En ce moment même, dans les coffres-forts des plus grandes banques centrales du monde, se déroule la transaction la plus silencieuse, parfois la plus secrète du siècle. Les nations accumulent de l'or et de l'argent à un rythme inédit depuis la chute du mur de Berlin. On se demande pourquoi ? Le monde tente de commettre l'impossible dans les transactions, détruire l'hégémonie d'une monnaie jusque-là incontestable. Mais voici le paradoxe absurde qui hante la pensée des économistes. Pour se libérer d'une monnaie de papier imprimée à partir de rien, l'humanité est obligée de se réfugier dans des métaux vieux de 5000 ans. Nous avons inventé les satellites et les stations spatiales, le trading à haute fréquence et l'intelligence artificielle. Mais au sommet du pouvoir mondial, nous en sommes revenus au Moyen-Âge. En 2026, pour la première fois de l'histoire moderne, l'or vaut plus dans les coffres des banques centrales que les bons du Trésor américain. La dernière fois que ça s'est produit, c'était en 1996. L'année où les bons du Trésor américain ont dépassé l'or dans les réserves des banques centrales. Et il aura fallu attendre 2025 et 2026 pour que l'or reprenne l'avantage, pour la première fois depuis cette bascule de 1996. Après l'abandon de la convertibilité de dollars et l'or en 1971, l'or a perdu son rôle d'encre du système monétaire international. Les banques centrales ont alors progressivement réorienté leurs réserves vers les trésors américains, plus liquides, rémunérateurs et soutenus par la profondeur du marché obligatoire américain. Ce basculement graduel a fini par faire passer les trésors devant l'or dans les réserves mondiales en 1996. Pour la première fois depuis 1996, les avoirs en or des banques centrales ont dépassé ceux en bons du Trésor américain. Et on qualifie ce mouvement comme l'un des rééquilibrages mondiaux les plus significatifs de l'histoire financière récente. Et pourtant, 89% de tout l'argent qui circule dans le commerce mondial passe encore par cette monnaie. L'organisme OMFIF, spécialisé dans les politiques monétaires, les banques centrales, les marchés financiers, la dette publique et la gouvernance économique mondiale, réalise son enquête annuelle. Une majorité de banques centrales dans le monde prévoit de réduire la part du dollar dans leurs réserves. Selon un sondage mené auprès de 90 institutions représentant environ 10 000 milliards de dollars d'actifs, le grand gagnant de ce basculement, dont 30% des répondants envisagent d'accroître leurs investissements en métaux précieux dans les 1 à 2 prochaines années. La proportion la plus élevée parmi toutes les classes d'actifs. Les banques centrales ont acheté 288,9 tonnes d'or au deuxième trimestre 2026. Un bond de 62% par rapport à l'année précédente. Et un basculement historique s'est produit. Les réserves mondiales d'or détenues par les banques centrales ont atteint environ 35 000 tonnes pour une valeur de plus de 4 500 milliards de dollars, dépassant pour la première fois les avoirs en bons du Trésor américain. L'or représente désormais environ 25% des réserves mondiales, contre seulement 10% il y a 10 ans. Et pourtant, le dollar reste en 2026 la première monnaie de réserve mondiale, loin devant l'euro, dominant environ 89% du volume des transactions de change et environ 54% de la facturation du commerce mondial, avec près de 57% des réserves de change mondiales, selon les données du FMI. Les banques centrales achètent de l'or comme jamais depuis 50 ans. Elles fuient le dollar dans les discours, mais elles continuent de l'utiliser dans les faits. Est-ce une révolution monétaire ou juste une immense couverture d'assurance ? Tout le monde parle de dédollarisation, mais le dollar n'a presque rien perdu de son emprise réelle sur l'économie mondiale. L'or grimpe en symbole pendant que le dollar continue de régner en pratique absolue. On veut tous détrôner le dollar, mais le paradoxe en est que personne n'a construit de trône de rechange. Bienvenue dans la véritable guerre géopolitique du XXIe siècle, la dédollarisation. En 2022, un point de rupture a eu lieu. En gelant les avoirs en dollars de la Banque centrale russe, les États-Unis ont commis une erreur stratégique majeure. Ils ont envoyé un signal clair au reste du monde. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vos dollars ne vous appartiennent plus. Et le résultat ? La Chine, l'Inde, la Russie et les pays émergents rachètent de l'or par centaines de tonnes. Comment les BRICS comptent-ils remplacer le dollar ? Avec du yuan chinois, personne n'a confiance dans le contrôle d'échange chinois où Pékin a une mainmise de contrôle. Avec du rouble russe, trop instable pour être valorisé dans le système d'échange mondial. Avec une nouvelle monnaie virtuelle, trop longue à mettre en place à l'échelle économique mondiale. L'humanité est piégée dans un nœud gordien. Pour sortir du système américain, il n'existe aucun système moderne de remplacement crédible. La seule alternative neutre, sans nationalité et impossible à sanctionner par Washington, c'est l'or et l'argent. Pendant que les médias parlent d'inflation, de taux d'intérêt ou de crise énergétique,
Quelque chose de beaucoup plus profond est en train de se produire. La Chine achète de l'or, la Russie accumule des réserves, l'Inde augmente ses stocks, les pays des BRICS cherchent une alternative au dollar. Pourquoi revenir vers un métal vieux de plus de 5000 ans, alors que nous vivons à l'ère de l'intelligence artificielle, l'ère des monnaies numériques et des paiements instantanés? Le monde retourne-t-il vers son passé ou prépare-t-il son avenir? Aujourd'hui, nous allons explorer le plus grand paradoxe économique du XXIe siècle. Une guerre silencieuse. Une guerre où les armes ne tirent pas de balles, mais dans laquelle elles impriment de la monnaie. Et si la richesse d'une nation n'était finalement pas le nombre de billets qu'elle imprime, mais la quantité d'or qu'elle cache? On parle toujours de l'or, mais le véritable choc économique caché pourrait venir d'un métal beaucoup plus discret que l'or. Ce métal, c'est l'argent. Pourquoi l'argent est-il le plus grand paradoxe industriel de notre époque? L'or est accumulé pour la souveraineté, mais l'argent est à la fois une monnaie et la colonne vertébrale de la transition énergétique. Il n'y a pas de panneaux solaires sans argent, il n'y a pas de voitures électriques, de puces électroniques, ni de l'intelligence artificielle sans argent. Et pourtant, les banques centrales continuent de manipuler ces cours à la baisse sur les marchés de papier-argent, pendant que les stocks physiques mondiaux s'épuisent d'année en année. L'ironie ultime? Pour construire l'économie technologique de demain et détruire l'hégémonie du papier-monnaie d'hier, nous dépendrons d'une ressource physique limitée, dont le prix est sous-évalué par le système même qu'elle menace de faire tomber. Qu'est-ce que tout cela nous enseigne sur la nature de la monnaie? L'économiste autrichien von Mises écrivait que l'inflation n'est pas une fatalité naturelle, mais un choix politique. Quand un gouvernement imprime de la monnaie sans créer de valeur, il ne crée pas de la richesse. Il vole le temps et le travail de ses citoyens. Le retour de l'or et de l'argent n'est pas une simple spéculation financière. C'est un rappel à l'ordre de la réalité. Le grand paradoxe du XXIe siècle est le suivant. Plus notre monde devient virtuel, numérique et dématérialisé, plus le pouvoir réel se concentre entre les mains de ceux qui possèdent des actifs tangibles, rares et incassables. L'économiste belgo-américain Robert Triffin a formulé dans les années 1960 un dilemme resté célèbre jusqu'à ce jour. Pour qu'une monnaie serve de réserve mondiale, le pays émetteur doit fournir des liquidités au reste du monde, ce qui l'oblige à accumuler des déficits, mais ces déficits à long terme sapent la confiance dans cette même monnaie. La dette américaine dépasse aujourd'hui 39 000 milliards de dollars. C'est le paradoxe de Triffin qui se matérialise sous nos yeux, 60 ans après sa formulation. Le dollar est victime de son propre succès. Plus il est utilisé, plus l'Amérique doit s'endetter pour en fournir au monde. Et plus elle s'endette, plus le monde doute qu'elle puisse un jour rembourser. Le dollar, le roi sans couronne. Depuis 1944, le dollar est devenu la monnaie dominante. Après Bretton Woods, les États-Unis promettent que chaque dollar peut être échangé contre de l'or, et le monde accepta. Le dollar devient désormais la monnaie internationale. Tout le commerce mondial s'organise autour de lui. Le pétrole se retrouva considéré comme les matières premières du dollar. Les dettes deviennent son moteur dans la géopolitique mondiale. Et les banques, les échanges, tout passe toujours par le dollar. Puis arrive 1971. Richard Nixon ferme définitivement la convertibilité du dollar en or. Ce qu'on appellera plus tard Nixon Shock. À partir de ce moment, le dollar n'est plus garanti par un métal. Il est garanti par la confiance. Le monde entier continue pourtant à l'utiliser. La première contradiction s'impose. Le dollar n'a plus d'or derrière lui, mais il reste la monnaie la plus puissante du monde. Parce que la puissance militaire, la puissance économique, la confiance des marchés, le système bancaire mondial, tout repose sur lui. Milton Friedman disait « La monnaie repose avant tout sur la confiance ». Mais que se passe-t-il lorsque cette confiance commence à s'effriter? Aucune monnaie ne meurt d'un manque de papier. Elle meurt plutôt lorsque le monde cesse d'y croire. Pourquoi l'or revient-il? Depuis plusieurs années, les banques centrales achètent des quantités records de l'or. L'or possède une propriété unique. Il n'appartient à personne. Aucun gouvernement ne peut en imprimer. Aucune banque centrale ne peut le créer par un simple clic. Il faut le découvrir, l'extraire, le raffiner et le transporter. L'or impose une discipline que la monnaie fiduciaire n'impose pas. Pour Adam Smith, la vraie richesse vient de la production réelle, pas simplement de la création de la monnaie. L'économiste français Jacques Rueff avertissait déjà « Créer de la monnaie sans créer de richesse finit par produire des déséquilibres ». Les banques centrales affirment que l'or appartient au passé. Pourtant, ce sont elles qui en achètent le plus. Pourquoi conseiller au public de croire dans la monnaie papier, tout en accumulant discrètement des réserves d'or?
Pourquoi ceux qui fabriquent l'argent papier continuent-ils à acheter un métal qu'ils disent du passé? La dédollarisation. La dédollarisation signifie une réduction de la dépendance au dollar dans les échanges internationaux. Plusieurs États cherchent à commercer dans leur propre monnaie ou à diversifier leurs réserves. Les motivations varient d'un État à un autre. Les uns, c'est pour limiter l'exposition aux sanctions financières, et les autres sont motivés par l'idée de réduire le risque de change ou accroître leur autonomie stratégique. Cependant, la dédollarisation ne signifie pas que le dollar va disparaître du jour au lendemain. Le dollar reste dominant dans les réserves mondiales, les marchés financiers et le commerce international, notamment grâce à la profondeur des marchés américains et à la confiance dans leurs institutions. Les BRICS parlent régulièrement de développer des mécanismes de paiement alternatifs. Le débat est intense. Certains y voient la naissance d'un nouvel ordre mondial, d'autres estiment que remplacer le dollar est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, car aucune autre monnaie ne possède aujourd'hui le même niveau de liquidité, d'acceptation internationale et d'infrastructures financières. Tout le monde critique le dollar, mais tout le monde continue à l'utiliser. Alors une question demeure, le monde veut-il vraiment abandonner le dollar, ou seulement réduire sa dépendance? Pourquoi l'or pourrait redevenir stratégique? L'or n'est pas seulement un investissement, il est une assurance en période de guerre, en période d'inflation, en période de sanctions et en période de crise bancaire. Il devient un actif recherché parce qu'il ne dépend pas directement de la promesse de paiement d'un État ou d'une banque. C'est pourquoi de nombreuses banques centrales continuent d'en détenir. John Maynard Keynes. Keynes qualifiait l'or de relique barbare, estimant qu'un système monétaire moderne ne devait pas être entièrement contraint par un métal. Pour les partisans de la modernité, l'or est une monnaie stérile. Il ne produit pas d'intérêt, il coûte cher à stocker et bloque la croissance d'un État. Pour comprendre la contradiction géopolitique actuelle, il faut écouter le choc des esprits de l'histoire. Mais de l'autre côté, le philosophe Voltaire lançait cette mise en garde prophétique en 1729. La monnaie de papier finit toujours par retourner à sa valeur intrinsèque, valeur de zéro. Et Adam Smith, le père du capitalisme, rappelait que la vraie richesse n'est pas le papier-monnaie, mais ce qu'il permet de produire. Pourtant, même après cette critique célèbre, les banques centrales n'ont jamais complètement abandonné leurs réserves d'or. Voilà l'un des grands paradoxes de l'histoire monétaire. Pendant 50 ans, l'Amérique a vendu au monde une illusion. La promesse que sa monnaie de papier valait de l'or, tout simplement parce que le monde entier avait confiance en la puissance militaire. Mais que se passe-t-il lorsque la confiance s'effondre? Alan Greenspan déclarait que « l'or est toujours la monnaie ultime », une phrase qui prend un relief particulier lorsque les tensions géopolitiques augmentent et s'accumulent dans l'indifférence totale de certains acteurs économiques. Quand les États cessent de se faire confiance, ils recommencent à faire confiance à l'or. Les leçons cachées de l'histoire. Chaque grande puissance a cru que sa monnaie dominerait éternellement. L'Espagne, le Royaume-Uni, puis les États-Unis. Aucune domination monétaire n'est immuable. Mais chaque transition est lente, complexe et souvent liée à des transformations économiques, technologiques et géopolitiques profondes. L'investisseur Ray Dalio souligne que les cycles des grandes puissances sont souvent accompagnés de cycles de dette, de création monétaire et d'évolution des monnaies de réserve. Son analyse invite à regarder les changements actuels comme des tendances de long terme plutôt que comme des événements soudains. Grand paradoxe du siècle. Nous vivons dans une ère de l'économie numérique. Les crypto-monnaies existent, les monnaies numériques de banques centrales sont en développement. L'intelligence artificielle transforme les marchés. Et pourtant, les banques centrales continuent d'acheter un métal découvert il y a des millénaires. Le futur semble de plus en plus numérique, mais la confiance continue souvent de s'ancrer dans un actif physique. Conclusion. L'histoire économique nous enseigne une leçon essentielle sur la monnaie. C'est que les monnaies changent, les empires passent et les systèmes financiers évoluent. Mais une question demeure. Qu'est-ce qui fonde réellement la confiance? Est-ce la puissance militaire? Est-ce la taille d'une économie? La crédibilité des institutions? Ou la rareté d'un actif que personne ne peut créer à volonté? Peut-être que la véritable bataille n'oppose pas simplement l'or au dollar, mais deux visions de l'économie qui s'affrontent. D'une côté, une économie fondée sur la confiance dans les institutions et la capacité des États à gérer la monnaie. Et de l'autre côté, une autre forme d'économie qui recherche un actif rare et tangible comme ultime réserve de valeur. Le dollar ne disparaîtra pas du jour au lendemain, mais le monde a déjà entamé son grand retour vers ce qui ne peut être imprimé sur une planche à billets. La dédollarisation n'est donc ni une certitude, ni un simple slogan. C'est un processus aux multiples dimensions, dont l'issue dépendra autant de la géopolitique que de l'économie et de la confiance des acteurs mondiaux. Assistons-nous à la fin du roi dollar?
ou juste à une bonne vieille stratégie de diversification de portefeuille? Pensez-vous que l'or et l'argent réimposeront un étalon mondial, ou sommes-nous à l'aube d'un chaos financier sans précédent? Donnez-moi votre avis en commentaire. Et si vous voulez comprendre comment la géopolitique façonne votre portefeuille, cliquez sur cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu. À tout de suite.